Bonjour tout le monde, donc, je suis Sandrine Franck de l'hôpital de Clermont-Ferrand et Julien Laridan, IAD aussi avec moi. Voilà. Et on va vous présenter comment peut-on améliorer la sécurité en anesthésie pédiatrique, les pratiques et innovations pour l'IAD. Donc on va passer rapidement, effectivement, voilà. Le plan de la présentation va se présenter en 4 items, les risques spécifiques en anesthésie, la réglementation et mesures d'amélioration de la sécurité, les mesures et actions au CHU de Clermont-Ferrand, le CHU d'Estaing, et je teste mes connaissances. On a fait un petit QCM qui n'a rien à voir avec les petites questions avant, et voilà, c'est un petit truc entre nous. Donc l'anesthésie pédiatrique en question, quels en sont les risques ? C'est vrai que dans notre profession, on a de la dextérité, on a du matériel spécifique, notre savoir, nos connaissances en lien avec tous les types d'âge. Donc nous allons voir effectivement qu'on ne prend pas la même anesthésie qu'un enfant de moins de 1 an, de Julie, que des végétations chez un enfant de 3 ans, voilà, Arthur fait la tête. Et puis Mathieu, notre fameux Mathieu, qui lui vient pour des dents de sagesse et qu'on fera peut-être une sédation. Voilà. Et du coup, Julien va vous présenter l'étude Abricote. Merci. Donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est quels sont les risques en anesthésie pédiatrique. Donc, il y a une étude européenne qui a été menée sur 261 centres hospitaliers, donc c'est multicentrique, c'est principalement observationnel. Et ils ont recherché à étudier quelles étaient les complications les plus courantes per- et post-anesthésie pédiatrique. Donc, on vous présente un diagramme d'illustration. Donc celui qui est présenté ici. Vous allez retrouver donc ici la courbe des âges et là les incidences pour chacune des complications. Vous retrouvez en bleu les complications respiratoires et en saumon tout ce qui est complications cardiaques. On a marqué avec une ligne rouge ici l'âge de 3 ans et on voit que donc qu'en dessous de 3 ans, on a quand même beaucoup de complications respiratoires chez les enfants avec une incidence de 5%. Donc 5% des enfants endormis font des complications respiratoires et on remarque surtout qu'en dessous d'1 an, on a autant de complications respiratoires que de complications cardiaques. Donc vraiment, la population à risque, c'est l'enfant de moins d'1 an. Les complications les plus fréquentes au niveau respiratoire sont le bronchospasme et le laryngospasme. Et donc, on va présenter un tableau récapitulatif. Donc, comme vous l'a dit Julien, on va s'intéresser plus particulièrement aux enfants de moins de 1 an qui ont les risques respiratoires et cardiovasculaires. Entre 1 an et 3 ans, ce sera plutôt les risques respiratoires, l'hyperactivité bronchique et ou pathologie ORL. Et là, on aurait pu mettre aussi dans la case après des 3-10 ans, mais c'est plutôt des 5-10 ans comme qui sont les risques vont diminuer en fonction de l'âge. Et les plus de 10 ans, ça va être les risques comme ceux de l'adulte, en fait, l'adulte sain. Donc effectivement, c'est de ces patients, ces petits patients qu'on va parler en particularité. Et c'est à retenir ces cas. Effectivement, la catégorie des moins de 3 ans, donc c'est les enfants qui sont les plus à risque. Et du coup, on va vous présenter, c'était la deuxième partie de notre plan, les réglementations et les mesures qui ont été mises en place par l'ASFAR et par les recommandations de chirurgie pour essayer de prévenir les complications chez les enfants, enfin en tout cas de mettre des mesures complémentaires dans nos pratiques. Alors du coup, moi la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge les enfants? C'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent. Et est-ce qu'il existe des points clés, des petits topics qu'on peut mettre en place pour l'anesthésie pédiatrique? Mais quoi, Julien, tu connais pas les 10 commandements de l'ASFAR, les 10... Effectivement, la SOFTOT, du coup, on va retrouver les 10 points essentiels en anesthésie pédiatrique. En tous les cas, c'est ce qui peut nous aider. Hein. On va voir limiter la peur et l'anxiété jusqu'à l'absence de douleur en post-opératoire. Alors, par de temps, on va avoir du mal à tout détailler, mais ce qui va nous limiter la peur et l'anxiété, on va prendre, du coup, sur Clermont-Ferrand, on a les petites voitures, le petit patient arrive avec les petites voitures télécommandées, on a toutes les tablettes, tout ce qui peut mettre en œuvre, en tous les cas, pour qu'on diminue cette anxiété. La douleur, l'absence de douleur, et bien après, ça va être tout le post-opératoire, les échelles numériques, les échelles visuelles, voilà.
Après, ça va être tout ce qui va être hémodynamique, hein, les items suivants, et ça va être, on va tendre vers la normalité, et c'est tout ce qui fait notre travail en fait, la normovolémie, la normotension, etc., la normocardie, la normoxémie, normocapnie, normoglycémie, normonatrémie et normothermie. On va les revoir plus en détail ultérieurement, et des fois, eh ben, on peut se garder ce petit chose dans la poche. C'est bien pratique en tous les cas, surtout quand on n'a pas fait d'anesthésie, comme moi, pédiatrique, pendant 13 ans. Voilà. Très bien. Donc si je reprends, du coup, il y a 10 points clés qu'on peut garder sur soi pour assurer une anesthésie pédiatrique efficace. Mais si toutefois ça déborde un petit peu, qu'on quitte ces normes, comment on réagit? Eh bien écoute, Julien, tu peux appeler Maurice, hein, l'anesthésiste, qui entourne la salle de réveil et notre bloc opératoire. En tous les cas, on travaille en binôme. Et ça, c'est super parce qu'on peut être parfois en difficulté. Donc du coup, on va continuer la présentation avec une partie plus théorique. On va vous présenter quelles ont été les recommandations SFAR 2023 et les recommandations en chirurgie 2023. Donc déjà, qu'en est-il pour l'infirmier anesthésiste? Donc dans ces recommandations, il apparaît clairement que le groupe des enfants de moins de 3 ans est une population à risque et que les IAT qui vont endormir ou assurer le réveil d'enfants de moins de 3 ans doivent avoir une pratique régulière en anesthésie pédiatrique. Et elle est définie par une demi-journée par semaine, c'est une nouveauté. Nous, à Clermont-Ferrand, on l'a appliqué plus simplement parce qu'on ne peut pas travailler sur des demi-journées. On fait la pédiatrie le matin, on fait le digestif l'après-midi, c'est pas possible. Donc on fait 2 jours par mois en anesthésie pédiatrique pour avoir un exercice régulier. Toute l'équipe tourne 2 jours par mois en pédiatrie. La recommandation, elle est du coup applicable au 31 décembre 2024. Également, les points clés des RPP SFAR 2023. Donc pour la salle de réveil, on reprend des grands topics. Donc personnel formé au réveil. On a donc les infirmiers, les IAD ou les puéricultrices. Un secteur pédiatrique dédié, ça c'est surtout pour les centres qui font de la chirurgie pluridisciplinaire et qui n'ont pas de salle dédiée pour la pédiatrie, qui accueillent des enfants au milieu des adultes. Il faut essayer de prévoir un endroit dédié pour l'enfant avec du matériel spécifique. Pour les salles d'opération, il est à nouveau recommandé, et c'est un accord fort des experts, d'avoir un chariot dédié à la pédiatrie. On en reviendra tout à l'heure. Un monitorage adapté, donc notre collègue en a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'utilisation du NIRS, surtout chez le moins d'1 an, parce que le consommable est quand même coûteux, donc c'est vrai que nous on limite l'utilisation. Et la température de salle entre 23 et 25 degrés avec un monitorage de la température centrale obligatoire. Une autre nouveauté et un point clé des recommandations SFAR, ça va être que pour les enfants de moins d'1 an, on l'a vu, c'est une population à risque, et les enfants ASA 4 et 5, il est recommandé que ce soit un médecin anesthésiste réanimateur spécialisé en pédiatrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est recommandé qu'il soit titulaire d'un DU de pédiatrie, et ce médecin, quand il prend en charge un enfant de moins d'1 an, il doit avoir une seule salle à charge, il ne doit pas faire 2 salles. Voilà, c'est une recommandation en tout cas. Là, on vous l'a mis, mais c'est plus valide le lien. En fait, quand la SFAR a édité les recommandations, ils avaient mis en place un système un peu de hotline où on pouvait les contacter si on avait des questions sur les recommandations. Le lien ne fonctionne plus. Le décret de chirurgie, on va passer rapidement, ça concerne vraiment les équipes de chirurgiens. C'est un décret en août 2023 qui a redéfini la filière de chirurgie et qui définit du coup le parcours patient, et les chirurgiens doivent adhérer au dispositif spécifique régional, et ça permet d'orienter les patients vers les bons hôpitaux et d'assurer la sécurité aussi en post-opératoire dans les services de chirurgie. Donc, on a vu les risques et complications importants avant l'âge de 3 ans, la réglementation SFAR et les décrets de chirurgie en 2023. Et maintenant, on va aller voir l'amélioration et la sécurité des pratiques en anesthésie pédiatrique. Donc, du coup, nous, ce qui nous concerne, c'est quand même la sécurité et la qualité en anesthésie pédiatrique. Du coup, on a vu les petits patients. Les protocoles et outils, on va le voir, les personnels, la formation que l'on doit faire et l'organisation autour du matériel, ce que l'on doit avoir. Donc les mesures et actions au CHU de Clermont-Ferrand, notre belle région avec notre Puy-de-Dôme, voilà, notre Bibendum et notre ASM Michelin, soyons un petit peu chauvins, et notre cathédrale noire. Alors les mesures et actions au CHU de Clermont-Ferrand. Au site Estaing. En fait, l'hôpital se compose en 3 lieux, mais on va particulier le site d'Estaing qui est le pôle mère-enfant. Et du coup, les mesures, c'est bon?
Mesures d'amélioration. Donc l'IAD polyvalent exerce minimum 2 jours par mois en anesthésie réveil pédiatrique. Donc on va tourner sur les salles bloc opératoire et SSPI pédiatrique. Présence constante d'un IAD ou d'un IDE formé à la pédiatrie, et surtout le mardi et le jeudi, vraiment c'est les journées qui sont très chargées, où on fait la chirurgie ORL et du coup plus tout ce qui est orthopédie, enfin on a vraiment un gros panel de chirurgie, et du coup on va être plus présent sur ces instances. Et on va avoir, qui va être bientôt mise en œuvre, c'est les MAR qui vont avoir une ligne d'astreinte, puisque on a beaucoup d'anesthésistes qui ne sont pas formés à la pédiatrie. Et du coup, pendant les gardes ou les astreintes, ils pourront appeler comme ça leurs confrères et venir en plus. Donc les protocoles, on va les voir ultérieurement. Protocole de préparation des drogues d'urgence de réanimation, les protocoles de service pour les apports hydriques et le remplissage péri- et périopératoire, et les mises à jour des fiches d'aide cognitive. Voilà. Donc en fait, là, c'est des petits exemples qu'on vous a montrés. On a pris un poids de 5 kg. C'est ce qu'on a au CHU, en fait, et ça, c'est la réanimation. Donc ça, c'est très utile, en fait, surtout de nuit, de garde, où, en fait, suivant le poids, on a des items comme ça qui peuvent défiler, et on peut reprendre, par exemple, l'adrénaline. On a la quantité sur une seringue de 50 ml, la dilution, et de savoir combien on peut faire. On prépare. Là, c'est vraiment les apports hydroélectriques au bloc opératoire, en chirurgie infantile, au bloc d'Estaing. Du coup, on va voir que les 3 premiers items d'en haut, et les 3 premiers items, ils vont être différents suivant qu'on est suivant l'âge, moins de 28 jours et moins de 3 ans ou moins de 15 kilos. Et après l'item 15 kilos et plus 30 kilos. Le matériel, ça va être pour les plus petits, en tous les cas, des pompes volumétriques. Et pour, à partir de 15 kilos, les dialaflow. Les solutés, pour les plus petits, ça va être du polyonique G5 et l'isopédia pour les 15 kilos à 3 ans. Et après, le ringer lactate pour les plus grands. Après la glycémie, c'est dès la pause, en tous les cas, de la VVP. Et après, ça sera au cas par cas. Les items suivants, c'est pour tous les enfants, en tous les cas, quel que soit l'âge. Et on va retrouver, donc, après la règle de Berry, que tout le monde connaît, finalement, c'est 4 ml/kg/heure, quel que soit le poids, pour les apports de base. Et après, ça sera 2, 4, 6 en fonction de la chirurgie, si elle est majeure, moyenne ou mineure. Remplissage vasculaire, après, ça, c'est super important de savoir une idée en tête que c'est 10 ml/kg de soluté isotonique. Si le médecin il vous dit qu'il faut faire une épreuve de remplissage, là il faut, en tous les cas, c'est 10 ml de soluté isotonique kilo à renouveler dans le contexte, et on peut aller jusqu'à 20 ml/kg au maximum. Après, les saignements, c'est, suivant la masse sanguine, 15 à 20%, et ça sera quand même discuté avec le MAR qui, lui, nous prescrira des culots ou les conduites à tenir. Et les apports en post-opératoire, c'est la règle des 4-2-1 et validée avec un MAR pour la reprise des liquides au lait possible en SSPI. Ça, c'est pour en post-opératoire. Voilà. Donc là, c'était un petit peu aussi pour vous donner des idées. Donc là, on a pris, qui est dans notre classeur d'urgence, les items de l'ASFAR. C'est pas plus ni moins que ce qu'il y a à l'ASFAR. Voilà. Donc, c'est tout. On continue sur les mesures d'amélioration, un petit peu plus le côté pratique des IAD. Donc on l'a déjà dit, 2 jours par mois en anesthésie pédiatrique. On a une mesure un peu inédite à Clermont, c'est qu'on a mis en place la forfaitisation des heures supplémentaires. C'est une mesure Ségur, peut-être d'autres collègues en ont bénéficié. Enfin, en tout cas, nous on a 13 IAD qui se sont inscrits dans cette démarche. On pourra en parler s'il y a des questions. Ça nous a permis d'avoir de l'effectif, d'augmenter en tout cas notre effectif et de sécuriser nos pratiques en ayant du personnel aussi bien hors salle que de sécuriser nos collègues quand ils avaient fait des astreintes déplacées la nuit, ils pouvaient rentrer chez eux. Ça nous a permis plus de sécurité.
La formation continue, on va passer rapidement. C'est vrai que pour les infirmiers, on n'a pas toujours accès au DU, en tout cas en pédiatrie. Donc on évoque ici la formation RAMP. C'est une formation de 2 jours et nous, à Clermont, normalement l'année prochaine, 2 personnes vont pouvoir en bénéficier. Également sur le site Estin, 2 IAD par an vont à l'ASFAR, ça fait partie de la formation continue. Mais on peut aussi avoir accès à d'autres congrès sous réserve de financement personnel. Le matériel, Sandrine vous en a parlé, elle a évoqué les pompes volumétriques. Donc ça a été un achat qui a été fait pour le CHU de Clermont, on n'en était pas doté avant, en tout cas en salle d'opération. Donc on a des pompes volumétriques donc chaque salle d'opération et en salle de réveil pédiatrique. Voilà. Après on a les nouveaux scopes aussi, on l'a évoqué, les scopes de transfert, donc on a maintenant des scopes Philips, on a changé notre parc de matériel et on a donc les petits compagnons qui peuvent suivre les patients et on monitore tous les enfants en sortie de salle. Les patients, alors on va faire pareil rapidement, on fait toujours une visite pré-anesthésique donc en équipe en pédiatrie, l'IAD, le médecin et l'infirmière de bloc opératoire. On fait les vérifications standards bien évidemment, autorisation d'opérer, consentement, on vérifie les allergies, mais on insiste particulièrement chez l'enfant, on l'a vu sur tout le moins de 3 ans, les infections des voies aériennes supérieures. En 2018, du coup, il y a eu une conférence d'actualisation SFAR et donc ils ont présenté cet algorithme qui va nous permettre de déterminer en fait la gravité d'une infection des voies aériennes supérieures. Si votre enfant se présente en fait avec un nez qui coule, une petite toux, que c'est des écoulements clairs, dans ce cas-là, vous pouvez faire votre anesthésie et la chirurgie sous réserve de mettre en place des mesures préventives. Par contre, il est ici indiqué que si l'infection des voies aériennes chez l'enfant est sévère, c'est-à-dire que l'enfant il est fatigué, il est fiévreux, il a un écoulement qui est purulent, à ce moment-là, il faut prendre des précautions et surtout essayer de reporter au maximum la chirurgie à 2 semaines. On le récuse en fait et on le prend en charge dans 2 semaines. Si c'est urgent, bien évidemment, on peut faire la procédure, mais il faudra appliquer les mesures préventives et avoir un anesthésiste spécialisé en pédiatrie. Les mesures préventives, quelles sont-elles? Donc c'est la désobstruction rhinopharyngée chez l'enfant, le lavage nasal en fait, on va retirer toutes les obstructions, et l'aérosol de salbutamol préopératoire, on le fait 30 minutes avant la chirurgie. Également, donc dans la liste des mesures préventives, une nouveauté, c'est l'ajout de la xylocaïne au retrait du dispositif laryngé ou trachéal. C'est une injection qui se fait vraiment au moment du retrait du dispositif. Avec un bolus, nous à Clermont on fait 1 mg/kg, mais les recommandations c'est plus 1,5. Et ça permet de limiter les efforts de toux et ça limite les complications respiratoires chez l'enfant. Je vous ai mis ici, je vous ai mis en bas. En Australie, en fait, ils étudient beaucoup les complications respiratoires chez l'enfant. Il y a une étude très intéressante qui est parue en 2017 et vous pourrez retrouver tous les renseignements ici. On va passer à la partie QCM. Alors c'est un petit, on va poser les questions, mais c'est un petit retour ou pas entre nous. Donc on prend en charge un nouveau-né de 6 semaines pour une chirurgie programmée de sténose de pylore. Son poids est 4 kg, il est un peu gros quand même, mais voilà, c'est pour faciliter les petits calculs. Pour cette chirurgie, on perfuse, donc il arrive avec c'est important, il arrive avec une perfusion de polyonique G10 qui est déjà en place. Quels sont les potentiels risques d'une perfusion trop rapide de G10 ? Petite réponse ou pas? Oui, non? Allez, on va continuer. Du coup, donc on va avoir une hyperglycémie, une hyponatrémie de dilution. Donc ça, c'est ce qui peut donner. Donc on va utiliser, si possible, une pompe volumétrique et contrôler la glycémie toutes les 30 minutes. Et donc on va préférer plutôt l'isopédia, qui est plutôt un cristalloïde balancé plus du G1%, sur prescription du MAR, bien sûr. Donc, calcul de l'apport péropératoire de base. Quelles règles utilisez-vous pour le calcul de débit de la perfusion pendant l'intervention? Voilà. Donc, du coup, ça va être la règle de Berry. Donc, 4 ml/kg de base plus 2 ml/kg de heure sur chirurgie mineure. Du coup, ça fait bien du 24 ml/h. Et on va bien sûr compenser les pertes opératoires, les saignements et les drainages si c'est en plus. On continue la partie hémodynamique. Donc on est toujours avec un nouveau-né de 6 semaines, 1 mois et demi, il fait 4 kg. Face à une hypotension péropératoire, l'anesthésiste vous demande dans un premier temps de réaliser un remplissage, une épreuve de remplissage. Donc Sandrine en a parlé tout à l'heure. Quel volume est-il recommandé de passer et quelle soluté vous choisissez?
Donc la première épreuve, c'est 10 millilitres kilo et c'est du sérum physiologique du NaCl. On peut le renouveler une fois, donc jusqu'à 20 millilitres kilo. Malgré donc cette épreuve de remplissage et un ajustement de votre sédation, une hypotension survient à nouveau et cette fois-ci, l'anesthésiste vous préconise de faire de l'éphédrine. On rappelle que l'enfant, il a 1 mois et demi. Donc la question, c'est, d'après les connaissances actuelles, quelle dose d'éphédrine on peut faire en dessous de 6 mois? Alors la réponse, c'est 1,2 mg par kilo en dessous de 6 mois. Donc c'est beaucoup plus effectivement que chez l'adulte, c'est quasiment 10 fois plus. On s'est basé, nous, pour apporter cette réponse sur cette étude qui est parue en 2023 au British Journal of Anesthesia. En fait, c'est une étude, pour le coup, dont Clermont-Ferrand a participé. Ils ont titré la dose d'éphédrine chez les moins de 6 mois, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4. Et ils ont cherché quelle était la meilleure efficacité sans le risque moindre. Et c'était donc 1,2 mg kilo. J'ai mis ici en illustration les recommandations de pratique professionnelle de l'ASFAR. Elles sont sorties en début 2024 et vous retrouvez sur ces recommandations un petit peu ce dont tout on a parlé, le remplissage, la titration et l'éphédrine. L'éphédrine, il est recommandé sur ces recos 0,5 mg kilo, mais c'est pour l'enfant de plus de 6 mois. La pratique de l'extubation. Souvent, on se dit, mais comment on fait l'enfant, on l'extube comment là? On l'extube vigile, on l'extube endormi, on se pose souvent la question. En pratique, il est recommandé, même fortement recommandé, que le MAR soit présent, surtout chez l'enfant de moins de 3 ans, on l'a dit déjà plusieurs fois. Être prêt à ventiler, bien évidemment être prêt à intuber. L'extubation se fait souvent vigile. C'est 75% des cas dans l'étude Apricote. L'avantage, c'est que l'enfant aura repris une ventilation spontanée, il est ROS+, il ouvre les yeux. C'est idéal parce que s'il y a une extubation difficile, un besoin d'aspiration, il a repris totalement un éveil. Et ça va surtout se traduire par contre par un risque. L'enfant peut se réveiller brutalement et arracher sa sonde. C'est souvent le risque principal. Extubation endormie, ça se pratique beaucoup moins, sauf peut-être pour les masques laryngés, on le fait un peu plus, mais encore, tout dépend l'âge. C'est donc sous anesthésie, l'enfant a repris par contre une ventilation spontanée, il est stade 3 de Guedel. C'est très bien pour éviter la toux, pour éviter le bronchospasme à l'extubation et pour éviter les poussées d'HTIC. Donc en neurochir, ça peut être intéressant. Par contre, soyez vigilants si vous extubez vos enfants endormis parce qu'ils vont du coup avoir une phase de réveil retardée. Et donc souvent, c'est pendant le transfert. Et quand on les transfère d'un lit à l'autre, souvent ils font des blocages, ils se bloquent. Et donc il faut être très vigilant quand on transfère les patients extubés encore endormis parce qu'il peut y avoir des obstructions retardées. Donc là, on a mis un petit peu ce qui pouvait nous aider quand on faisait une anesthésie chez un enfant de moins de 1 an. Donc on va prévoir un petit billot épaule plus lame de Miller. On n'a pas voulu vous mettre tous les tableaux en fonction de l'âge, les tuyaux, les lames qu'il fallait utiliser. On a fait un petit pêle-mêle. Donc du coup, on va utiliser, il ne faut pas oublier pour certaines chirurgies en tous les cas, le stéthoscope précordial sur poumon gauche. Et pour éviter les IOT sélectives, auscultation fréquente à chaque changement de position, les seringues et drogues préparées en dose poids, adrénaline, atropine, ainsi que propofol et cellocurine, prêtes en dose poids, les pompes volumétriques pour les enfants de moins de kilogrammes au pouce-seringue par rapport aux apports hydriques. Les pompes volumétriques, il faut faire un petit peu attention, j'y reviens dessus, parce que la pompe, elle va pousser, 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 et on s'est retrouvé plusieurs fois avec un petit œdème au niveau de la main et du bras. Donc elles, par contre, on ne les contrôle pas trop pour ça. Contrôle opératoire de la glycémie capillaire, on l'a vu, réchauffeur et lampe radiante et le monitorage en opératoire de la température. Et puis Julien va vous parler du NIRS qui est quand même important pour les plus petits, les tout petits. Donc le NIRS, qu'est-ce que c'est que cette machine ? Le NIRS, donc, nous on utilise des capteurs pas bilatéraux. Vous avez parlé tout à l'heure des capteurs bilatéraux en chirurgie vasculaire. Nous on n'a que des capteurs unilatérales. Il y a une source d'émission, une source de réception. C'est en réalité comme un capteur de SAT. C'est proche de l'infrarouge. NIRS, ça veut dire Near Infrared Spectroscopy. Nous, on va surtout surveiller la valeur de départ. C'est-à-dire que chez l'enfant, vous allez avoir même chez l'adulte, vous allez avoir des valeurs sur le NIRS qui sont plus basses que la saturation, parce que le parenchyme cérébral, c'est principalement des capillaires veineux. Donc vous allez avoir des valeurs en général autour de 70. Nous, chez l'enfant, on cherche à être au-dessus de 60. Et je rejoins ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est surtout quand il y a une variation de plus de 20% de la valeur de départ qu'on va réagir et qu'on va appeler à nouveau l'anesthésiste.
Donc, pour finaliser, finalement, c'est notre organisation, c'est un exercice régulier, comme Julien l'a dit précédemment, une équipe dédiée. Enfants de moins de 3 ans égale un IAD spécialisé. En tous les cas, on essaye de tourner sur tous les secteurs et de faire en sorte... on est quand même une grande équipe à Clermont, on est 40 à peu près. Et en fait, finalement, on tourne très peu sur le secteur de pédiatrie. Et du coup, depuis 2023, enfin depuis le début de la procédure, on a installé comme quoi tout le monde tournait 2 jours par mois, pardon. Le matériel et monitorage adapté, les pompes volumétrie, les pousse-seringues et le caisson néonate. Formation, Julien en a parlé tout à l'heure, AFISAR, SFAR, ADERP et RAMP et EPAL pour la pédiatrie. Et vigilance plus, surtout de nuit, de garde, d'astreinte, double contrôle, accueil et interrogatoire du patient en équipe et définir la stratégie d'anesthésie en respectant nos 10 SAFTOT de l'ASFAR. Voilà. Merci de votre attention.